Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle année d'Allons plus loin, meilleurs vœux d'ailleurs pour 2020, merci de votre fidélité, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Pierre Ouzoulias, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vous réagirez à différents sujets d'actualité et notamment évidemment au dossier des retraites. Durant toute l'émission, nous serons aussi, et comme tous les jours, en direct de la salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Fanny Conquis. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club. Et oui, même en 2020, 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Quentin Calmet, bienvenue. Quentin, bonne année. Gérard Larcher pose une condition à l'examen de la réforme des retraites par le Parlement. Voilà, on le voit, il y a le front syndical dans la réforme des retraites. Il va y avoir aussi le front parlementaire. On verra ça avec vous. Marie Brémaud est aussi avec nous, notre spécialiste Europe. Meilleurs vœux, Marie. L'Europe qui se met aussi au grand débat. Oui, l'idée c'est d'enclencher une participation citoyenne pour réfléchir à l'avenir de l'Europe. On va en parler plus longuement avec vous dans un instant. Et puis c'est aussi le retour de Marie-Pierre Bourgeois. Meilleurs vœux, Marie-Pierre, notre chroniqueuse des livres politiques. Votre livre de la semaine, c'est Dans la bibliothèque des présidents, où l'on apprend qu'un président de la République ne prend pas de rendez-vous jusqu'à 11h pour bouquiner. Oh, suspense, on verra qui dans un instant. Dans une demi-heure, notre grand débat à nous. Zoom ce soir sur la campagne des municipales. Anne Hidalgo se lance, ce n'est pas une surprise, mais c'est l'élément nouveau des dernières 24 heures. L'occasion donc de se pencher sur les enjeux de cette élection pour les différents partis. Pourra-t-on en tirer des enseignements pour 2022 ? La recomposition du paysage politique va-t-elle un peu brouiller les cartes ? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, cette réforme des retraites. L'âge pivot retiré, mais sous condition d'un accord entre les partenaires sociaux pour trouver d'autres solutions de financement. Est-ce seulement possible ? Est-ce une vraie fausse main tendue ? On va se poser toutes ces questions, notamment avec vous dans un instant. D'abord, les tout derniers éléments, c'est avec Audrey Vuettaz. De ses propres mots, Édouard Philippe a tendu la main aux syndicats en retirant samedi l'âge pivot de 64 ans. Mais il y a des conditions à cette concession. Les partenaires sociaux doivent impérativement trouver un autre moyen d'équilibrer les comptes en 2027. Faute de quoi, l'âge pivot pourrait bien réapparaître. Le gouvernement ne laissera pas passer un projet de loi qui ne prévoirait pas les mesures de remise à l'équilibre à l'horizon 2027. Donc vous nous dites... Je prendrai mes responsabilités. Toutes les options mes responsabilités, ça sera de prendre des mesures qui ramènent l'équilibre à 2027 si on ne nous a pas proposé d'efficace. Il n'empêche, en l'état, le patron de la CFDT salue une victoire. Il y avait une mesure qui était profondément injuste. Elle est retirée. Ensuite, il va falloir qu'on mette un peu de discussion sur le sujet, ce qui n'existait pas. Eh bien, il va falloir que chacun y mette du sien. Cela passera par une conférence de financement qui se réunira dès la fin du mois et devra trouver une alternative à l'âge pivot d'ici la fin avril. Il leur dit, vous pouvez en fait me proposer autre chose, mais alors, on ne peut pas toucher aux cotisations, on ne touche évidemment pas au niveau des pensions. Il a déjà exclu le fait qu'on puisse donc toucher aux cotisations patronales. Qu'est-ce qui reste ? Donc c'est-à-dire que l'âge pivot reviendra dans le texte d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'en janvier, l'âge pivot disparaît, mais en avril, il reviendra. Reste à savoir si les syndicats plus durs participeront à cette conférence. CGT et Force ouvrière qui demandent toujours un retrait total du texte et qui veulent continuer la grève. La CGT appelle d'ailleurs tous les salariés du secteur portuaire à arrêter le travail dès demain et pour 72 heures pour une opération port-mort. Allons plus loin donc avec vous pour commencer, Pierre Ouzoulias. Une réaction peut-être d'abord à ce sujet et à ce retrait dit provisoire de l'âge pivot. Vous non plus, vous n'y croyez plus, c'est reculer pour mieux sauter ? Moi, j'ai même pas entendu parler de retrait. C'est l'âge pipeau, je pourrais dire. C'est-à-dire que là, on joue du pipeau pour continuer tout le processus d'enfumage et nous faire oublier l'essentiel qui est le projet. Le projet global où on change radicalement tout le processus de financement des retraites. L'enjeu de la réforme, c'est celui-ci. L'âge pivot, je dirais presque, c'est annexe par rapport à ça. Après, on a l'impression qu'il y a un pas de deux entre la CFDT et le gouvernement qui a été réfléchi de longue date. On sent que tout ça est quand même...
Il y a des arrangements ? C'est un peu organisé, ça se sent, c'est un peu joué, c'est un peu surjoué. Un bras de fer qui aurait été orchestré depuis plusieurs semaines, d'après Non, vous, pas un bras de fer, mais la CFDT nous dit maintenant que c'est une grande réussite et on a le sentiment que la réussite avait été organisée avant. Reprenez le projet d'Emmanuel Macron, celui sur lequel on nous dit que les Français ont donné leur accord. Il n'est absolument pas question de l'âge pivot. L'âge pivot est arrivé alors qu'il y a eu quasiment 2 ans de travail de M. Delevoye, un peu comme quelque chose, Deus ex machinus, qui tombe à la fin. Et là, il y a une mise en scène d'un refus obstiné, etc., très fort de la CFDT, pour 15 jours après nous dire qu'on le retire pour faire plaisir à la CFDT et faire comprendre que finalement, tous les autres syndicats, on ne peut pas travailler avec eux, ils sont trop radicaux, donc c'était extrémistes. Pour faire passer la réforme dite systémique, qui était la réforme par points, au final ? Il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène qui est évidente, qui surprend tout le monde. Je pense que la CFDT va avoir beaucoup de difficultés après la réunion sur les financements pour faire comprendre aux salariés que c'est maintenant elle qui va porter l'âge pivot, parce que c'est ce qui va arriver. Et ça a été très bien dit lors de votre rapportage, puisque de toute façon, vous avez vu le cadre de la négociation, il est fait de telle façon que le seul critère qu'on pourrait bouger, c'est celui-là, c'est celui de l'âge. Donc le gouvernement donne à la CFDT une pelle pour creuser sa tombe, et c'est elle qui va porter à la place du gouvernement la promotion de l'âge pivot. Je trouve ça merveilleusement réussi. Donc pour vous, les grévistes doivent continuer de se mobiliser ? Cette grève doit continuer. Bon, vous avez un avis, je sais que vous êtes parlementaire, vous n'êtes pas syndicaliste, mais vous avez, j'imagine, J'ai un avis, mais qui est beaucoup plus profond que ce que vous me dites. Ouais. Je crois qu'on n'a pas mesuré à quel point le mouvement des Gilets jaunes, tel qu'il s'est déroulé il y a 1 an, avait influencé les façons de faire des bases syndicales. Il y a eu un changement radical et aujourd'hui ce sont les bases qui dessinent. Donc c'est pas les représentants syndicaux, c'est pas leur chef, encore moins un parlementaire, et c'est les bases qui aujourd'hui décident de ce qu'elles vont faire. Je les trouve après près de 40 jours de conflit mobilisés de façon extraordinaire. Et je remarque aussi que la population est encore d'ailleurs ses bases, tout simplement parce qu'il s'est passé avec les Gilets jaunes quelque chose de fondamental dans notre démocratie. Les gens ne veulent plus être exclus des décisions qu'on prend à leur place. Et ça, c'est un point essentiel. On va continuer d'en parler avec vous. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et cette réforme des retraites, on en parle aussi avec vous, Quentin Kelmé. Il y a donc les exigences des syndicats, on l'a encore vu, mais il y a aussi celles des parlementaires. Et là, ça se complique encore davantage. Oui, sur la question du financement, clairement, on va continuer de parler de cette conférence de financement qui a donc été imaginée, notamment proposée par la CFDT. La semaine dernière, Gérard Larcher, jeudi même, il en a parlé. Il a expliqué que c'était une bonne idée, mais il a rajouté une condition. Le président du Sénat, écoutez. Comment voter une réforme qui porte sur 14% du PIB sans étude d'impact? Comment nous demande-t-on de voter avant les résultats d'une conférence de financement? Je demande par conséquent au gouvernement d'attendre les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, de la conférence de financement avant de saisir le Parlement d'un projet de loi. Voilà, on entend le président du Sénat. Il refuse de voter avant la fin de la conférence de financement. Il a même redit hier chez nos confrères d'Europe 1. Le Premier Sénat a dit « Il n'est pas question que le Parlement puisse débattre sans une vraie étude d'impact et que nous n'ayons pas les conclusions de la conférence de financement. » On le voit, la droite demande donc de décaler l'examen du texte par le Parlement pour avoir les conclusions de la négociation. La gauche, elle demande tout simplement de retirer le texte. Écoutez Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, qui est donc le deuxième groupe par importance ici à la Haute Assemblée. Nous demandons le retrait. En tout cas, ce que nous voulons sur cette position, bien sûr. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'un débat parlementaire s'engage alors que la négociation n'est pas aboutie entre les partenaires sociaux.
Donc si on vous comprend bien, Quentin, il y a une majorité de sénateurs qui dénoncent le calendrier de la réforme. Voilà, on le voit, la question du calendrier devient essentielle. On va le rappeler rapidement, ce calendrier, Rebecca. Ouais. Le texte devrait donc être présenté en Conseil des ministres le 24 janvier. Puis regardez, début de l'examen en séance à l'Assemblée nationale, 17 février, 15 jours d'examen, le vote le 3 mars. Puis le Sénat pourra s'emparer très rapidement du texte, car nous sommes en procédure accélérée. Ouais. Donc à partir du 20 avril, ça vous laisse 15 jours aux sénateurs pour adopter ce texte pour un vote donc le 5 mai, à condition donc, disent la majorité entre les LR et le PS, enfin ça ferait une majorité de sénateurs, que l'on connaisse les résultats de la conférence de financement entre partenaires sociaux. On vous demandera votre avis dans un instant. Derrière, on le voit, il y a aussi un débat sur la place du Parlement. Oui, peut-on voter des lois à trous, c'est-à-dire laisser ces lois avec des ordonnances pour légiférer sur des sujets aussi importants que, voilà, on le disait, 14% du PIB. Regardez ce qu'a écrit le vice-président LR du Sénat, Philippe Dallier. Il a dit « Les parlementaires vont-ils accepter de discuter en première lecture le texte sur la réforme des retraites alors que la conférence de financement rendra ses conclusions après ? Trop, c'est trop, point d'exclamation ». Dans un autre message, il a même dit « Le gouvernement impose son ordre du jour en se moquant manifestement du rôle des parlementaires dans une démocratie ». Les groupes d'opposition pourraient donc se servir de cet argument pour dénoncer la réforme. La droite et la gauche ne sont pas d'accord sur le fond de ce texte, mais il pourrait y avoir une alliance de circonstances dans l'hémicycle pour rejeter ce texte, comme on l'avait vu d'ailleurs avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne dernier. Juste un mot pour aussi parler du fait que eux, les parlementaires LREM, ils disent qu'il faut accompagner la construction commune de cette réforme entre les partenaires sociaux et avec le Parlement, la majorité présidentielle, qui dénonce les postures politiques des opposants à cette réforme. Alors, une question pour vous, Pierre Ouzoulias. Quelle sera la position du groupe communiste ici au Sénat ? Peut-on avoir une coalition des groupes politiques d'opposition entre la droite et la gauche en se servant de ce calendrier serré pour dénoncer la réforme ? Mais il y a deux choses dans votre question. D'abord, sur la méthode, on est tous d'accord. Mais ça fait 2 ans et demi que le gouvernement méprise le Parlement. C'est pas récent. Hein. Et régulièrement, on lui dit et on se retrouve ensemble, en effet, pour dénoncer des choses qui s'apparentent parfois à des coups de force. Après, sur le projet, on n'est pas d'accord avec la droite. La droite a un projet qui est de repousser l'âge légal à 65 ans. Nous, on pense qu'on peut faire autrement. Mais moi, j'aimerais apporter un complément à votre analyse en soulignant, parce que je pense que c'est extrêmement important, que ce qu'on nous propose, notamment pour la fonction publique, ce n'est pas une loi, c'est 4 lois. 4 lois. Il y a une loi générale qui réforme les retraites, une loi organique, avec des circonstances d'examen au Parlement qui sont très particulières. Et ensuite, comme le gouvernement a annoncé aux fonctionnaires, notamment aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs, que bien évidemment, ça serait eux qui auront les plus grandes difficultés à maintenir leur niveau de pension. Ils vont perdre entre 20 et 30%. Il y aura 2 nouvelles lois, 2 programmations qui permettront de programmer une réévaluation de leurs revenus pour qu'ils maintiennent à peu près le même niveau de pension. Sauf que ces lois, aujourd'hui, on n'en sait rien. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver devant le Parlement. Mais donc, on nous demande à nous de voter une loi alors qu'on sait que les compensations arriveront derrière. Comment est-ce possible ? Comment je peux voter moi aussi aujourd'hui une baisse des pensions des fonctionnaires en ne sachant pas ce qui va leur être offert en termes de rémunération ? Là, la méthode, elle est malhonnête. Vous dites comme Gérard Larcher qu'il faut attendre les conclusions de cette conférence de financement pour en savoir plus dans le détail, quitte à prolonger, à attendre encore ? Il faut attendre beaucoup plus que ça. Ce que aujourd'hui les Français et les Françaises veulent savoir, c'est ce qu'ils vont toucher. Est-ce que vous êtes en capacité de leur dire ? Moi pas. Les enseignants, ils viennent vers moi, ils me disent on va perdre combien ? On est incapable de leur dire. Comment voulez-vous aborder une négociation avec les organisations syndicales quand vous êtes incapable de leur dire ce que les salariés vont perdre ? Parce que ça, le gouvernement le reconnaît. Les fonctionnaires, ils vont perdre avec ce système, ce qui est évident. Donc, pour que la négociation soit honnête, il faut d'abord faire un bilan comptable de ce qu'elle va leur coûter et puis de ce que le gouvernement veut mettre de l'autre côté pour essayer d'équilibrer la somme. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Pierre Ouzoulias, on va rejoindre l'un de vos collègues au Sénat, Roger Karoutchi, sénateur LR des Hauts-de-Seine. Il est avec Fanny Conquis en salle des conférences, lui aussi réagit à ce sujet. Roger Karoutchi, le retrait de l'âge pivot annoncé ce week-end, qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas où va le gouvernement.
on nous affirmait que l'âge pivot, c'était la garantie de l'équilibre des finances. Et que d'ici 2027, ça devait faire une douzaine de milliards tout de même. Le gouvernement dit retrait provisoire de l'âge pivot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit à une conférence de financement, trouvez l'équivalent, trouvez les 12 milliards, trouvez les solutions. Alors pourquoi est-ce qu'on adopte le texte au Conseil des ministres à la fin du mois de janvier? Pourquoi est-ce qu'on vient devant l'Assemblée nationale en février pour dire aux partenaires sociaux, vous devez trouver les solutions, mais pour la fin avril? Ça devient grotesque et ridicule. À moins d'avoir inventé un nouveau système, le Parlement colamaillard, c'est-à-dire un Parlement qui vote une loi sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc vous ne voterez pas ce texte? Oh ben non, mais c'est grotesque. J'espère au moins que le gouvernement ne compte pas faire le passage Assemblée et Sénat avant même de savoir comment ils financent, avant même de savoir quel est l'accord des partenaires sociaux. Moi, je ne suis pas contre le fait que les partenaires sociaux trouvent des solutions et proposent. Mais alors, il faut faire l'étude au Parlement après. Où est l'urgence? Pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas saisis qu'à partir du mois de mai? Ça devient grotesque. Alors on avait déjà la clause du grand-père qui venait, repartait. On avait maintenant l'âge pivot qui vient, qui repart provisoirement, qui reviendra peut-être un jour. Il y a toujours l'âge de référence à l'horizon 2037. On ne sait plus exactement ce qu'il y a dans ce texte de loi. On nous dit suppression des régimes spéciaux, mais on multiplie les régimes dérogatoires et les régimes particuliers. Alors qu'est-ce qui va rester dans ce texte? Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour assurer l'équilibre financier à terme de cette réforme tout de même? Mais il n'a même pas confiance lui-même en lui-même, puisqu'il dit aux partenaires sociaux, trouvez et proposez le futur équilibre financier. Ça veut dire que lui, soit ne sait pas le faire, soit est bien conscient qu'il ne peut pas le faire sans l'accord des partenaires sociaux. Pourquoi pas? Moi je ne suis pas hostile au fait qu'il y ait discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux, mais qu'on ne soit saisi du texte qu'une fois cet accord conclu et une fois qu'on a tous les éléments. Je veux dire, là, on est dans le grotesque. 2 ans et demi de discussion, des affirmations contradictoires entre la majorité En Marche, le gouvernement, le président de la République. Et à l'arrivée, on nous dit, bon, vous allez avoir un texte à l'Assemblée, il n'y aura rien dedans, vous allez le voter, on va le passer au Sénat, il n'y aura rien dedans, vous verrez bien si vous le votez, et puis après, on vous dira, après l'accord avec les partenaires sociaux, ce qui finalement sera dans le texte que vous aurez voté sans savoir ce qu'il y avait dedans. Non mais attendez, on a compris va là. Votre raisonnement. Où va-t-on? J'espère que le ministre chargé des relations avec le Parlement va protester. Merci Roger Carucci d'avoir répondu à nos questions. Merci Fanny et merci à Roger Carucci pour sa franchise habituelle. Pierre Ouzoulias, puisqu'il va y avoir une conférence de financement, vous avez une idée, vous, pour financer le système de nos retraites? Vous avez une petite idée? Déjà, moi, j'aimerais bien avoir une idée sur ce que ça va coûter. Parce que notamment le transfert du financement des retraites des fonctionnaires vers un système général, c'est environ 60 milliards. Ce qui est quand même considérable. Moi, j'aimerais faire juste une petite parenthèse. On nous a vendu le système à points comme un système universel où, quand vous êtes salarié et que vous êtes payé 1 euro, vous cotisez 1 euro. Donc, en toute logique, avec un système comme ça, il n'y a pas besoin d'âge pivot. C'est-à-dire que vous décidez vous-même du montant de votre retraite, puisque vous savez à chaque instant combien vous avez cotisé. Et donc, il y a un moment donné où vous pouvez vous arrêter, vous dire, ben voilà, ma retraite, elle est de ça, moi, ça me suffit. Et puis, vous avez 50, 55, qu'importe. Le problème, c'est que si on met en place ce régime-là, il manque une 60aine de milliards d'euros, on le sait. Voilà. Et reculer l'âge de la retraite, c'est quoi? C'est financer ces 60 milliards. Donc l'âge pivot dans cette réforme, il est essentiel. Il est essentiel. Il est indissociable de la transformation d'une retraite telle qu'on la connaît à une retraite à points. On ne peut pas faire sans. Donc aujourd'hui, la CFDT dit non, mais demain sera obligée. Parce que la retraite à points, c'est aussi son projet quand même. Allez, on change de sujet, Pierre Ouzoulias. On va passer à autre chose avec vous, Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. En France, on a en ce moment ce qu'on appelle la Convention citoyenne pour le climat. Et au niveau de l'Union européenne, on lance une conférence sur l'avenir de l'Europe. Comment est née cette idée? D'où elle vient? Alors, souvenez-vous ou pas, en mars 2019, en pleine campagne des élections européennes, Emmanuel Macron, il écrivait une lettre aux citoyens européens, une lettre publiée dans divers journaux européens. Et dans cette lettre, le président français, qu'est-ce qu'il proposait? De mettre en place une conférence sur l'Europe afin de proposer tous les changements nécessaires à notre projet politique, sans tabou, pas même la révision des traités. Je poursuis.
Et cette conférence, elle devra associer des panels de citoyens auditionnés, des universitaires, les partenaires sociaux, des représentants religieux et spirituels. Elle définira une feuille de route pour l'Union européenne. Oh, mais ça nous rappelle quelque chose, ça, Marie. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de grand débat, en fait? Bah oui, encore. En effet, quand Emmanuel Macron il lance cette idée en mars 2019, en France, nous sommes en plein grand débat post-Gilets jaunes. Et là, il lance l'idée au niveau, à l'échelle de l'Europe. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle a repris cette idée à son compte. Elle l'a présentée en juillet dernier devant le Parlement européen. Angela Merkel, la chancelière allemande, elle était plutôt réticente au début. Et puis, elle s'est ralliée à cette initiative. Et du coup, ce mercredi, dans 2 jours, le Parlement européen, à Strasbourg, va en débattre et va adopter sans doute une résolution qui va préciser les contours de cette conférence, car les différents rendez-vous qui devraient s'étaler sur plus de 2 ans seront pilotés directement par le président du Parlement européen, David Sassoli. C'est un très très grand débat, 2 ans, c'est quand même très long. Au minimum 2 ans. Au minimum. Concrètement, ça va servir à quoi? Comment ça va fonctionner? À quoi ça va ressembler? Alors, l'Union européenne, on l'accuse souvent d'être, à tort ou à raison, trop éloignée des préoccupations des citoyens européens, d'être technocratique, bureaucratique. Et bien là, l'idée, c'est d'améliorer la vivacité démocratique au sein des 28 États membres, de rapprocher les institutions européennes des citoyens. Et puis la question aussi, c'est quelle Europe voulons-nous? Est-ce que nous voulons d'une Europe plus politique, plus géopolitique? C'est en tout cas ce que souhaitent certains, comme Emmanuel Macron. Pierre Ouzoulias, en tout cas sur l'idée d'une conférence comme ça sur l'avenir de l'Europe citoyenne, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour tenter de rapprocher notamment les Français des citoyens, de l'Europe? Plus de démocratie, c'est toujours une bonne idée, partout. Après, le grand débat, c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais qu'après le grand débat organisé par Macron, il y ait eu un grand débat au Parlement. Je pense que c'était intéressant. Alors, très souvent, on a l'impression qu'il y a des concertations, on brasse beaucoup d'idées, et puis après, quand il s'agit de prendre des décisions, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que l'Europe, c'est aujourd'hui le territoire important pour essayer d'apporter une solution au changement climatique et à la conversion énergétique. C'est l'échelle à laquelle il faut le faire. Donc impliquer les citoyens dans cette échelle-là, je trouve ça fondamental. Alors justement, sur la forme de cette conférence citoyenne, rien n'est acté, mais on parle quand même de plusieurs rendez-vous, je vous le disais, étalés au minimum sur 2 ans, avec dans un premier temps une phase d'écoute où chacun pourrait faire remonter sa contribution, ses préoccupations par écrit. Alors là, ça vous fait penser à quoi? Eh bien, au cahier de doléances. C'était le cas chez nous en France. Et puis après, il y aurait une assemblée plénière qui serait constituée de représentants des différentes institutions européennes, mais également des parlements nationaux et des partenaires sociaux. Il y aurait ensuite des conférences citoyennes thématiques avec à chaque fois une parité exigée et une représentativité géographique et proportionnelle à chaque État membre. C'est une grosse organisation. Et puis, il y aura aussi une assemblée spécifique dédiée à la jeunesse, composée de jeunes entre 16 et 25 ans, parce que l'avenir de l'Europe, ça les concerne au premier plan. Cette conférence sur l'avenir de l'Europe, elle démarre officiellement en février. Puis, j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler. Très certainement. Énorme chantier en perspective. Je précise quand même pour nos téléspectateurs que vous êtes vice-président de la Commission des Affaires européennes. Donc, les questions européennes, ça vous touche de près, ça vous intéresse. Les institutions européennes ont profondément besoin d'être modernisées, rapprochées de leurs citoyens. Oui. Elle ne fonctionne pas. Je pense que les élections européennes l'ont bien montré. Il y a une distance par rapport aux institutions européennes qui est aujourd'hui trop importante. Moi, ce que je regrette, c'est que le Parlement le Parlement européen ne soit pas moteur pour le vote du budget. Ce qui est l'élément essentiel d'une démocratie, c'est le vote du budget. Et aujourd'hui, c'est un outil dont le Parlement européen ne maîtrise pas la totalité. Par rapport à ce que vous avez dit, moi, je me permets d'ajouter un point qui est un point fondamental. Le premier budget européen, c'est la politique agricole commune. Qui va être débattue cette année. Comment on peut parler d'environnement sans parler de l'agriculture? Or, la PAC, aujourd'hui, c'est une politique qui est menacée, qui est contestée, qui est discutée. Donc le premier sujet, ça devrait être celui-là. Comment on produit mieux, comment on mange mieux. Ça, c'est du concret. Et là-dedans, on peut impliquer les citoyennes et les citoyens de l'Europe. Allez, Marie-Pierre Bourgeois, on va terminer ce club avec vous. Je le disais, vous êtes notre chroniqueuse des livres politiques. Et alors là, vous vous êtes plongée dans la bibliothèque de nos présidents.
Et oui, est-ce que tous les présidents de la République sont de grands amoureux des livres? Regardez les portraits officiels, Charles de Gaulle, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy. Beaucoup se sont fait photographier dans la bibliothèque de l'Élysée. Comme si leur rapport à la littérature pouvait éclairer la politique qu'ils allaient mener. Un livre dans la bibliothèque des présidents, dirigé par Étienne de Montetti, se penche sur le sujet, avec de vraies surprises. À commencer par les ouvrages qui entourent François Hollande. Alors, dans sa bibliothèque à lui, il n'y a absolument aucun livre d'économie. Un petit peu surprenant pour celui qui voulait inverser la courbe du chômage. Alors, il se justifie, écoutez-le, l'économie, c'est daté. Avant d'ajouter, pour m'endormir, je n'ai jamais eu besoin de lire. On est assez loin d'Emmanuel Macron qui, lui, au contraire, adore se présenter comme un intellectuel. Oui, alors Emmanuel Macron, dans le livre, il nous dit « Je lis tous les jours, la lecture est le seul moyen de m'abstraire du quotidien, du travail. C'est une part d'absolu. » Avant d'expliquer pourquoi tant de présidents se mettent en scène avec la littérature, alors écoutez ce qu'il nous dit. « Je sens la fierté des Français quand on cite un auteur, quand bien même il ne l'aurait pas lu. Ces références les rassurent, les honorent. » Ce qui explique probablement son goût pour la politique qu'il adore citer dans tous ses discours. Un peu comme Georges Pompidou d'ailleurs, qui a même écrit une anthologie de la poésie française. Ça a fait dire à certains, avec un petit clin d'œil à son passé de patron de la banque Rothschild, écoutez la blague, voilà bien une anthologie de banquiers, un portefeuille de valeurs sûres. Oui, puis on a un peu changé d'époque quand même. Autre grand lecteur, en tout cas c'est comme ça qu'il aime se présenter, c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Alors oubliez l'image que vous pouvez avoir du président. Oui, parce qu'il y a des mous là en plateau. Hein, c'est pas sympa. Non, il y a des mots en plateau parce qu'on se rappelle tous de ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy en se demandant à quoi ça peut bien servir de lire La Princesse de Clèves, le fameux roman de Madame de Lafayette, quand on est guichetière à la Poste. Voilà, ça c'était avant. Hein. Une journée où je ne lis pas est une journée perdue. Il nous dit ça en 2018. Camille Pascal, sa plume à l'Élysée, raconte comment il aime citer de mémoire et à haute voix, s'il vous plaît, des passages entiers de Balzac, de Georges Simenon. On a peut-être du mal à y croire en fait, c'est pour ça. Non, mais non. Mais attention, malgré tout, faut peut-être se méfier un peu. Là où François Mitterrand, justement, il adorait passer des heures dans les ventes aux enchères à chercher des livres rares, Nicolas Sarkozy, lui, il se rend dans une simple maison de la presse, acheter en format poche du Houellebecq ou du Jules Verne. Donc on n'est quand même pas exactement au même niveau. Justement, c'était une autre époque, François Mitterrand, non? Eh bien oui, François Mitterrand, figurez-vous qu'il ne prenait jamais de rendez-vous avant 11h. Le temps précédemment, c'était pour lire. D'ailleurs, quand la maladie, son cancer était trop difficile à supporter, il avait l'habitude de filer sur le chantier de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, pour reprendre un petit peu d'énergie. Et d'ailleurs, Laure Adler, son ancienne conseillère culture, elle raconte que le dernier jour de sa vie, il l'aurait passé à lire À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ça vous pose un peu l'homme quand même. Mais la littérature, elle peut aussi faire trembler les hommes de pouvoir. Charles de Gaulle, qu'on sait très grand lecteur, craignait par exemple que les livres puissent corrompre les esprits de ses propres fils. Écoutez ce que dit son fiston Philippe. Tout document écrit, plus ou moins érotique, même léger, ne pouvait pas franchir notre porte. Un jour, il m'a pris en train de lire du Maupassant. Oulala, hein. Il m'a enlevé des mains l'ouvrage et m'a intimé d'un ton sec. Tu le liras plus tard. Voilà. On ne plaisante pas avec les livres quand on est président de la République. On ne plaisantait pas, en tout cas. Pierre Ouzoulias, est-ce que vous inspire cette chronique et ce livre sur les bibliothèques des présidents? Il y a un rapport dans la politique française entre les politiques et la littérature qui est ancien et très singulier. On retrouve ça dans peu de pays. Moi, je suis parfois très impressionné par les styles à l'écrit et à l'oral des présidents du passé. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une perte. Même dans les discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous voulez nous dire que parfois les livres sont très travaillés, les discours un petit peu plus familiers? Je trouve qu'on est de plus en plus formaté par les réseaux sociaux, par Twitter, et qu'on ne prend pas le temps de discours longs, d'écrits longs, complexes. Vous savez, pour prendre l'exemple du Sénat, quand vous regardez ce qu'étaient les discours dans les années 50 et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, parce qu'on est tronçonné par morceaux de 2 minutes 50, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'on doit garder l'attention du public. Oui, bien sûr. Et l'art oratoire, il ne peut pas se développer à raison de 2 minutes 50, ça me paraît. Donc, je trouve qu'il y a eu une perte. Je trouve qu'il y a eu une perte parce Emmanuel Macron a raison quand il dit qu'il faut citer des auteurs qui s'appelaient aux Français. Moi, j'aimerais bien qu'il me laisse le temps de les citer au Parlement, hein, parce que moi, ce que j'ai cru comprendre dans la façon dont il gère le Parlement, c'est qu'il faut que ça aille de plus en plus vite et qu'on prenne de moins en moins de temps, qu'on soit de plus en plus technicien. Je trouve que c'est une erreur. Moi, j'essaye au Sénat, en effet, de faire des citations latines de temps en temps. Ça
ça m'arrive. Et je trouve que c'est important parce que la longue durée, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je suis historien et je dis souvent à mes collègues que j'essaye de temps en temps d'aborder les problèmes, par exemple ceux de l'environnement, sur 2000 ans d'histoire. Et que pour un sénateur, la durée longue, c'est 6 ans, c'est son mandat. Et je suis intimement persuadé qu'aujourd'hui, on doit voir des problèmes dans la très longue durée. Et pour ça, en effet, revenir aux auteurs anciens, c'est tout à fait fondamental, mais je ne suis pas sûr que les médias, alors pas vous, je vous rassure, ici on a notre temps, c'est très bien, mais je ne suis pas sûr que les médias favorisent ce type de culture. Et les nouveaux réseaux sociaux. Merci. Voilà. Merci en tout cas, Pierre Ouzoulias, pour ce plaidoyer pour le temps long, et merci à vous d'avoir réagi à tous ces sujets. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce premier club de 2020. Tout de suite, c'est notre grand débat. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore en 2020, si vous le voulez bien. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Notre grand débat consacré aux enjeux politiques des élections municipales. Anne Hidalgo se lance officiellement, elle est en tête dans les sondages. La stratégie du tout sauf Hidalgo de ses adversaires ne semble donc pas fonctionner. Plus généralement, on se demandera jusqu'à quel point ce scrutin est essentiel pour les partis. Les municipales peuvent-elles être un indicateur pour 2022, hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons, et comme tous les jours, en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous aujourd'hui, Fanny Conquis. Oui, nous serons notamment avec Julien Bargeton, sénateur LREM de Paris. Évidemment, nous parlerons avec lui des élections municipales dans 2 mois et de la candidature d'Anne Hidalgo qui a été officialisée ce week-end. À tout à l'heure, Fanny. Dans une demi-heure, l'entretien de la semaine. Ce soir, nous recevons Manaz Shirali. Elle est franco-iranienne, docteur en sociologie politique. Elle nous dira comment elle analyse la situation à Téhéran. Sommes-nous à un moment de bascule? La jeunesse peut-elle renverser le régime des ayatollahs? Nous lui poserons évidemment toutes ces questions. Mais d'abord, les municipales, quels enjeux pour les partis? Vont-elles brouiller les cartes ou au contraire clarifier les lignes politiques avant 2022? Avant de se lancer dans l'analyse, zoom sur cette bataille à Paris après l'officialisation de la candidature d'Anne Hidalgo. C'est avec Sandra Cerquera. On n'attendait plus qu'elle. Avec l'annonce de sa candidature, Anne Hidalgo lance la bataille des municipales à Paris. Elle a réuni aujourd'hui ses têtes de liste et son équipe dans son QG. La candidate sortante part favorite et veut profiter de son avantage pour mener une campagne éclair. Il faut être vraiment très engagé sur la question de l'écologie et de la solidarité. Les deux vont ensemble, c'est pas l'un contre l'autre. Et je veux, j'espère, convaincre les Parisiens. C'est à eux que je m'adresse. Voilà. Les questions de parti, les questions d'accord sont des questions importantes, mais qui n'interviennent pas au moment où je vous parle et qui n'interviendront pas dans toute la première phase, notamment du premier tour. Celle qui est toujours socialiste est soutenue cette fois par la plateforme Paris en commun, qui englobe socialistes, élus de génération, communistes et personnalités de la société civile. Mais Anne Hidalgo part quand même avec des handicaps. Elle n'a pas réussi à rassembler son camp. Candidate dans le 11e arrondissement, elle sera directement confrontée au candidat écologiste David Béliard. Dès ce matin, Benjamin Griveaux a taclé le programme d'Anne Hidalgo qui veut piétoniser le centre-ville de Paris. Moi, je ne veux pas faire de Paris un musée. Je ne veux pas transformer Paris en Rome. Je trouve qu'une ville, ça doit vivre, que les gens doivent pouvoir y travailler, que ceux qui travaillent doivent pouvoir y vivre. La division des macronistes dans la capitale persiste entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani, compromettant toujours les chances de victoire du parti. À droite, la situation est aussi complètement chaotique avec Rachida Dati qui, malgré un résultat honorable dans les sondages, est remontée contre son camp. Un paysage politique éclaté comme jamais dans la capitale, à 2 mois du scrutin. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Florent Vadillo, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président du think tank L'Hétairie, co-auteur de ce livre, Les espions de l'Élysée. Et je précise que vous êtes directeur de campagne pour la liste PS Nouvelle Donne à Périgueux. Alexandre Malafaille, bienvenue à vous également, meilleurs vœux à tous d'ailleurs, président du think tank Sinopia. Virginie Leguet, bienvenue, chef adjointe du service politique de Paris Match. Et Isabelle Vera-Masson, bienvenue, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Merci à tous les 4
ministre d'être ici. C'est peut-être la première fois que le paysage politique est aussi brouillé avant des élections municipales. Historiquement, on a toujours parlé de vague rose ou de vague bleue. Cette fois, on a le sentiment que ça va être très compliqué, voire illisible. On a raison, Florent Badillot ? Oui, ça va être très compliqué de comprendre le résultat du scrutin pour plusieurs raisons. La première, c'est que le but de La République En Marche est justement de brouiller la capacité de lecture du scrutin avec une politique d'investiture d'équipes sortantes ou de challengers ou de labellisation de personnes présentes sur le territoire qui fait qu'on n'arrive pas à vraiment savoir s'il y a une orientation plus à droite ou à gauche, si ce qui a été labellisé ou récupéré est plus à droite qu'à gauche. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a de toute éternité une tentation au niveau municipal de dépolitiser en enlevant les logos, les références, parfois au scrutin national. De la part des candidats eux-mêmes. De la part des candidats, surtout. Alors c'est toujours le cas, notamment lorsque leur parti est un parti majoritaire, et donc il joue dans ce cas-là plutôt l'effacement. Mais là, dans cette forme de relativisme politique qui est issue des élections de 2017, les logos disparaissent à grande vitesse, et on le voit d'ailleurs avec les titres de listes qui sont utilisés. On ne peut pas clairement, en regardant, si on regarde uniquement en préfecture le titre des listes, savoir si elles sont de droite ou de gauche, et tous les candidats mettent en avant l'intérêt municipal, l'intérêt local. Donc ces deux critères se convergent en quelque sorte pour créer un scrutin qui sera extraordinairement peu lisible, d'autant que les appareils nationaux sont extraordinairement faibles et ils n'ont pas de capacité d'avoir un véritable impact sur le devenir des listes et sur les stratégies d'alliance avant et après le premier tour. Les cartes sont tellement brouillées dans ces municipales qu'on ironise effectivement au sein de l'exécutif. Je vais vous citer un ministre qui s'est confié, comme on dit en off, à nos confrères du Parisien. Il nous dit « Moi, je n'aimerais pas être à la place des journalistes au soir du premier tour parce que le camembert qui montre la répartition des villes par parti va être impossible à faire et ça nous fait bien rigoler. » Alexandre Malafaille. Rigoler, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne expression, en tout cas pour les Français, parce que ce n'est pas un spectacle politique très réjouissant. Et je pense que Florent Badillot a raison de dire que c'est sans doute organisé compte tenu de la situation, mais si En Marche avait réussi son ancrage local, vraisemblablement, on n'en serait pas là et ils ne chercheraient pas à brouiller les cartes comme ils le font. Il faut dire que la promesse du renouveau démocratique, là maintenant, on a bien compris qu'elle n'était pas tout à fait respectée, et puis que voilà, le réenchantement de la vie politique française, tel qu'on aurait pu espérer aussi qu'elle se produise, pour l'instant, c'est aussi assez en panne. Et les Français ont bien compris qu'En Marche était plutôt en force, et pour beaucoup d'entre eux, c'est plutôt à pied. Donc on est quand même dans une situation qui est vraiment très compliquée. Donc oui, ce sera très difficile à lire, et c'est peut-être extrêmement dommageable pour la vie politique française, parce que plus on est dans le flou, moins on sait ce qui va sortir. On a vu à quel point, 2 ans avant la présidentielle de 2017, on était aussi dans l'incertitude, et finalement, on a eu un candidat inattendu qui est arrivé 2 ans plus tard. Aujourd'hui, on est bien malin qui est capable de prédire ce qui va se passer d'ici 2022. Et ces résultats intermédiaires vont sans doute pas donner de ligne claire, en tout cas certainement pas à ce stade. Je ne pense pas qu'on puisse prophétiser une grande victoire pour La République En Marche. On a vu ce qui s'est passé au niveau des européennes. Et donc le flou un peu plus accru. Flou, finalement, voilà. Sauf que vraisemblablement, on a un certain nombre de partis qui ne sont pas les partis dits traditionnels au sens droite et gauche, qui eux vont pouvoir revendiquer de beaux scores, et alimentés par la situation actuelle, alimentés par cette crise des Gilets jaunes qui s'est transformée en crise sociale, qui alimente évidemment des votes contestataires, et qui vont faire une fois de plus que finalement ceux qui aujourd'hui briguent une élection avec un mandat alternatif carrément par rapport à la réalité actuelle, risque effectivement de se retrouver encore renforcé par ce scrutin-là. Et objectivement, le flou n'est pas une bonne nouvelle quand même s'ils vont l'entretenir et faire en sorte que quelque part ils puissent dire oui, regardez, en fait tout est relatif. Ouais, tout n'est pas relatif, quoi. Tout est beaucoup plus clair que prévu. La victoire des marcheurs sera peut-être de dire on a vraiment bel et bien fait exploser le paysage politique. Oui, vous avez raison de poser comme ça la question, parce que là, on voit bien que les deux intervenants précédents voient une sorte de volonté de la part d'En Marche de brouiller les cartes. Donc, je crois qu'il faut... Non, je ne crois pas qu'il y ait cette volonté. Je crois que c'est dans l'ADN d'En Marche de brouiller les cartes. C'est là-dessus que Emmanuel Macron a forgé son identité et sa force d'une certaine manière, puisque c'est le en même temps. Donc, jamais autant qu'au municipal, il va y avoir du en même temps, pour 2 raisons. C'est d'abord parce que, historiquement, je crois qu'on a rarement vu ça, un électorat se déplacer comme celui-là en très peu de temps, de la gauche vers la droite, celui d'Emmanuel Macron. Donc il y a déjà quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'Emmanuel Macron va s'ancrer avec ce nouvel électorat, ou est-ce qu'il va essayer de récupérer, de retrouver quelques forces à gauche ?
on le verra. Il y a des partis politiques, les partis politiques traditionnels sont très faibles, donc évidemment c'est possible d'aller faire son marché. Ça n'a jamais été aussi facile et aussi possible de faire son marché à droite et à gauche qu'actuellement, puisque les partis, vous l'avez dit d'une certaine manière, ne sont pas capables de retenir ni leurs électorats, ni même leurs élus. Et puis surtout, encore une fois, nous sommes là à l'occasion des municipales, dans des occasions qui sont des élections très personnalisées, dans lesquelles la question politique, si elle est toujours présente, elle l'est moins qu'ailleurs, que dans d'autres élections. Donc effectivement, on va voter pour des personnalités. Donc chacun va essayer d'avoir sa personnalité sur sa liste qui va faire venir du monde à droite et à gauche, ou tout simplement parce que la personne est connue, qu'elle a ses réseaux. Donc on est dans la petite politique. Et ce que je trouve très intéressant dans ces élections, c'est qu'on est dans la petite politique politicienne où chacun va aller chercher un moyen d'avoir quelques voix de plus. Et pourtant, jamais, me semble-t-il, autant dans une élection, on va avoir la possibilité d'un changement radical d'alliance. C'est-à-dire que le Rassemblement national est véritablement en position cette année, et bien, au moment de ces élections, de faire basculer la droite. Alors, si vous le voulez bien, on parlera du Rassemblement national. On y consacre tout un chapitre. D'abord, peut-être sur Virginie Leguet, cette réaction à tout ce qui vient d'être dit sur oui ou non, La République en marche fait exprès ou pas de brouiller les cartes. La République en marche fait tout à fait exprès de brouiller les cartes, et elle a d'autant plus intérêt à brouiller les cartes qu'elle a choisi jusqu'à présent une stratégie assez confuse. On la voit dans certaines villes très importantes avoir des doubles candidatures. Je ne parlerai ici que de Paris, mais ça se passe aussi à Lyon. On la voit à Bordeaux, par exemple, s'opposer au candidat d'Alain Juppé qui était totalement Macron-compatible et présenter son propre candidat. On la voit faire des choses assez, franchement, paradoxales qui pourraient beaucoup lui nuire. Et on la voit surtout passer des accords. Et lorsqu'on regarde le nombre d'accords passés, il y a 2 fois plus d'accords passés avec les Républicains qu'avec les socialistes, qui veut dire que c'est pas tout à fait du et en même temps. C'est du un peu plus à droite et un peu moins à gauche, mais ça s'explique aussi parce que... c'est ce qui se passe depuis le début du quinquennat. Oui, mais ça s'explique aussi parce que les Républicains ont encore un très grand nombre de villes dont, j'allais dire, sous leur label, sous leur marque. Donc il est plus intéressant dans le paysage actuel de s'allier avec un partenaire fort qu'avec un partenaire plus faible. Et j'ajouterais que la tentation sera très grande à la fin de ces élections, qui est quand même le premier scrutin, disons, local depuis l'élection d'Emmanuel Macron, sera très grande de voir ce qui se passera dans les grandes villes. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de villes qui vont se présenter avec des listes sans étiquette, divers droite, divers gauche, tous pour le nom de la ville, j'aime je ne sais pas quoi, il y aura le nom de la ville qui servira plutôt d'étiquette, mais dans les grandes villes, il sera assez facile de voir qui a gagné, qui a perdu. Et là, par contre, et j'en reviendrai, on est à Paris, je le sais bien, mais j'en reviendrai à Paris, si d'aventure En Marche devait perdre Paris alors qu'elle a fait des scores très importants aux européennes à Paris, là ça serait un échec, alors que somme toute, il y a peu de chances sur le papier qu'elle gagne cette ville, mais malgré tout, si l'on doit repartir du dernier scrutin qui est le scrutin européen, elle a fait des scores suffisamment importants pour qu'elle nourrisse de très forts espoirs. Mais avec ces doubles candidatures, ces espoirs sont assez amenuisé malgré tout. On y reviendra au cas précis de Paris, puisqu'on aura Julien Bargeton tout à l'heure en salle des conférences. La majorité présidentielle veut-elle alimenter ce brouillard? La circulaire Castaner peut le laisser penser. On va aborder ce sujet. Cette circulaire, elle prévoit la possibilité de retirer les étiquettes dans les communes de moins de 9000 habitants. Et elle prévoit une nouvelle étiquette, LDVC, pour des listes d'unions qui ont reçu l'investiture de plusieurs partis. Il y en a un que ça dérange, c'est Gérard Larcher. Il demande le retrait pur et simple de cette circulaire. Il l'a fait savoir jeudi dernier. Écoutez. Je pense que cette circulaire n'est pas conforme aux valeurs démocratiques qui sont les nôtres. Et que cette circulaire nécessite d'être soit réexaminée, soit soumise à l'avis du Conseil d'État. Florent Badillot. Juridiquement, Gérard Larcher a tort. Parce que le Conseil d'État ne trouvera, à mon avis, pas de faille de droit dans la décision du gouvernement. Donc ce n'est pas une question de conformité ou pas avec les valeurs, et encore moins avec le corpus juridique. En revanche, politiquement, il a raison. Parce que le scrutin sera d'autant plus facile à interpréter comme la majorité le souhaitera, qu'en réalité, il sera dépolitisé du fait
des élus eux-mêmes, mais encore plus de la réglementation. Donc c'est un coup de boutoir supplémentaire parce que effectivement il s'agit de brouiller le scrutin. Et je rejoins plutôt Alexandre Malafaille dans ce qu'il disait, c'est-à-dire que le gouvernement aurait eu une implantation territoriale extrêmement solide. Elle aurait mis en avant son étiquette. Bien sûr. Et notamment sur les villes de moins de 9500 habitants, parce qu'il y a le phénomène métropolitain. Pour les villes de moins de 9500 habitants, elles peuvent être ensuite sur des métropoles, et c'est là que le pouvoir se situe. Donc il aurait été intéressant. Des législatives, elle avait mis en avant son étiquette En Marche. Et on le voit d'ailleurs que ce qui avait été confié à Stéphane Crochet de cette création d'une fédération des élus, elle est mornée. Plus personne n'en parle. Plus personne ne sait aujourd'hui ce que sur le territoire les réseaux d'élus font ou pas. Et quand on va en plus en détail dans les villes de moins de 9500 habitants, c'est le cœur de la circulaire. On voit cette stratégie tous azimuts des délégués locaux d'En Marche qui consiste en réalité à brouiller plus encore le terrain. Ce qui m'inquiète plus encore sur la capacité de créer des majorités métropolitaines. Parce que vous avez dans un même ressort métropolitain des élus qui ne revendiqueront aucune étiquette mais qui en réalité sont du même parti mais sur des lignes politiques très opposées. Donc je crois que le brouillard va être absolu en la matière. Isabelle Vermasson. Alors bon, on continue ce petit débat. Soit on dit il y a un désir, une stratégie de brouiller les familles politiques, d'une certaine manière, les appartenances aux listes, même si on sait très bien que les fameux divers droite, divers gauche existent depuis que la politique, en tout cas contemporaine, est là. Donc ça a toujours été quelque chose de particulier municipal. Ou bien on considère qu'il y a une adaptation à une véritable situation politique, qui est qu'effectivement le clivage droite-gauche se modifie, n'existe plus, il existe, mais il se modifie, il se déplace, que les élus, les candidats, les électeurs eux-mêmes se retrouvent devant cette situation-là et que cette circulaire est de l'adaptation le réaliste. Pourquoi mettre un seuil de population dès lors ? Il fallait le mettre sur l'ensemble du territoire national. Là, la stratégie aurait été logique, mais là, il y a un seuil de population. Ça voudrait donc dire que les citadins ont conscience du clivage politique et ceux qui sont dans des territoires périurbains moins. Ça veut dire que selon que l'on est d'une grosse ville ou une petite, on n'a pas tout à fait la même réalité politique. Vous donnez un contenu très noble au mot bidouiller. Oui, mais au contraire, vous considérez que la politique, c'est toujours du bidouillage. Enfin, oui. Voilà, on est dans le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. J'ajouterais deux petites choses. Il me semble que les accords qui ont été passés il y a déjà quelques semaines et qui aujourd'hui sont visibles, il me semble que certains de ceux qui les ont passés les regrettent aujourd'hui parce que la désaffection dont fait preuve l'exécutif et Emmanuel Macron rend ces accords mauvais pour ceux-là même qui les ont acceptés. Et je prendrai pour exemple la droite. La droite, qui était un peu sous le coup des chiffres qu'elle a eus aux européennes, a multiplié les accords avec les macronistes. Je crois qu'il y en a une centaine qui est passée dans les villes, pensant qu'ils allaient faire des gros scores. Aujourd'hui, ces accords-là pourraient peut-être même contribuer à l'affaiblir elle-même, et elle les regrette. Alors, comment justifie-t-on cette circulaire chez La République En Marche ? Fanny Conqui va poser la question au sénateur La République En Marche, Julien Bargeton, qui soutient Benjamin Griveaux à Paris. Oui, Julien Bargeton, on va parler de cette circulaire de Christophe Castaner qui permettrait aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants de se présenter sans étiquette politique, mais aussi la possibilité de créer de nouvelles étiquettes pour les listes soutenues par plusieurs partis. Alors, certains y voient une manœuvre de La République En Marche pour brouiller les résultats le soir du scrutin, pour brouiller des résultats qui pourraient être mauvais pour le parti présidentiel. Qu'en pensez-vous ? Une partie de la classe politique n'a pas compris ce qui s'est passé depuis 2017. Ils sont restés ancrés dans un vieux schéma politique qui n'existe plus. Il y a eu une onde de choc, c'est l'élection d'Emmanuel Macron en dehors des partis traditionnels en 2017. Et donc la politique a changé en France. Il y a en effet des arcs de force qui ont bougé avec des accords qui peuvent être différents. Il faut bien traduire d'un point de vue administratif et politique la nouvelle réalité française, c'est-à-dire le fait qu'un nouveau parti a déboulé dans le jeu, s'allie tantôt avec des maires sortants de droite, tantôt avec des maires sortants de gauche, tantôt se présente
présente sur ses propres positions, et puis par ailleurs un jeu politique qui est bouleversé, parce qu'on voit qu'il y a des dissidences à droite, à gauche, y compris à En Marche aussi d'ailleurs. Et donc on voit bien que la complexité de ce nouveau modèle politique nécessite aussi de s'adapter. Et il y a parfois une forme de conservatisme qui est encore prégnant parce que certains partis politiques n'acceptent pas d'être tombés de leur piédestal. Bon, alors on va parler de la candidature d'Anne Hidalgo qui a été annoncée officiellement ce week-end. Ce n'était pas une surprise. Vous-même, vous avez été adjoint à la maire de Paris. Vous étiez en charge des finances, des marchés publics. Vous, quel bilan pourriez-vous tirer du mandat d'Anne Hidalgo ? Je reproche à Anne Hidalgo de ne pas avoir été la maire de tous les Parisiens. Elle a conservé des œillères idéologiques dans un monde et une ville qui évoluaient. Elle n'a pas pris la mesure des attentes des Parisiens en matière de sécurité, en matière de propreté ou de régulation de l'espace public. Et c'est pourquoi d'ailleurs une majorité des Parisiens jugent négativement son bilan et une majorité ne souhaite pas qu'elle soit reconduite. Et elle part d'ailleurs avec des sondages assez bas parce que Anne Hidalgo n'a pas finalement accepté de sortir des vieilles alliances politiques dont elle est restée prisonnière, et là où il fallait s'ouvrir, elle est restée fermée. Là où il fallait tisser des liens, elle s'est plutôt bunkérisée. Et surtout, je lui reproche de ne pas avoir vu que Paris avait changé et de ne pas avoir anticipé ces évolutions. Merci Julien Bargeton d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fanny, merci à Julien Bargeton. Beaucoup de choses à commenter. Alexandre Malafaye, peut-être pour en finir avec ce dossier de LREM, est-il en train de brouiller les cartes, oui ou non? Vous aviez un avis, j'imagine? La réponse est oui, bien sûr. mais surtout, en fait, quand j'entends le sénateur Bargeton vous dire que les partis politiques n'ont pas compris ce qui s'est passé depuis 2017, mais la République En Marche non plus. Pardon, sinon on n'en serait pas là. On n'aurait pas vécu les 18 derniers mois qu'on a vécu aujourd'hui en France, ça c'est très clair. Et après, pour cette circulaire, pardon, mais c'est gros et c'est grossier. C'est gros parce qu'évidemment tout le monde voit la ficelle et tout le monde voit le pourquoi du comment. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que si la République En Marche n'était pas dans cette situation, il ne ferait pas ça. Voilà, donc c'est bien la preuve que... Voilà. Et c'est grossier parce qu'en fait, c'est insulter d'une certaine façon les électeurs, c'est insulter les Français. C'est une espèce de mépris finalement de la réalité, de la situation dans laquelle on est, de bidouillage à quelques semaines ou à quelques mois des élections. Voilà, les gens vont le voir, ils vont se rendre compte et à un moment donné, ils le feront payer. Et donc, par voie de conséquence, c'est pas de la bonne politique et je crois que ça ne fait qu'accentuer un peu plus le rejet de toute cette classe politique, soi-disant qui a émergé en 2017, mais qui finalement est comme les autres, qui n'arrive pas à se défaire de cette manière de vouloir garder le pouvoir. Ça ne donne pas une bonne image du nouveau monde, quoi. Non, exactement. Et même de l'ancien, parce que l'ancien monde serait parti sous ses propres couleurs en disant on a un acquis et on assume. Qui est réel, l'acquis de la droite. La droite dispose encore de beaucoup de villes. La gauche, pour ne parler que de l'ancien clivage, dispose encore de beaucoup de villes. Et ils se seraient tenus fermes sur leurs deux jambes en disant on part sous nos couleurs et on verra bien ce qui se passera au soir du premier tour. Au moins les choses auraient été claires pour les électeurs. Là, c'est pas le cas, j'en termine. Oui. Là, il me semble que dès le début, les cartes sont brouillées parce que peut-être ont-ils eu peur de se faire déborder par l'électorat et peut-être aujourd'hui le regrettent-ils un peu vite. Mais en même temps, ce n'était pas le cas, justement. C'est parce que, justement, les gens, que la droite, enfin, les candidats de droite et de gauche n'ont pas pu réaliser ou plus envie, je ne sais pas, de liste qui soit homogène, qu'il y a cette circulaire. Donc, c'est encore une fois, c'est quand même prendre en compte. Moi, je regardais, avant de venir ici, je révisais d'une certaine manière. Très bien, merci. Voilà, en bon élève. Et j'étais effarée par la difficulté, on le disait en entrée, de savoir qui soutient quoi, qui soutient en fait, il faut dire. Donc, effectivement, il y a là, de la part... Il y a un sentiment de panique de des familles politiques, c'est-à-dire que chacun essaye de se sauver, sauf qui peut, de la difficulté que la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle et l'extrême gauche traditionnelle aussi, d'une certaine manière, tout le monde se voit en train de disparaître, se retrouver sur des différentes listes, et cette fameuse circulaire Castaner, elle rencontre ça, et d'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas là, de la part des politiques, je suis d'accord qu'il y a évidemment de la stratégie politique, ça serait trop bête de ne pas en voir et de ne pas en avoir, mais aussi l'envie d'essayer de clarifier les choses. Et puis, pour revenir à ce que disait Virginie tout à l'heure, certes, quand on est au pouvoir, on ne peut craindre de la part, au moment des élections qui arrivent, le vote sanction. Et c'est probablement ce que craint aussi la République En Marche, surtout qu'il y a cette fameuse grève, etc. Mais il faut voir d'où vient la République En Marche, pas Emmanuel Macron, son parti. C'est-à-dire qu'il vient de nulle part. Donc, et le risque dans une élection avec une multiplication, c'est surtout ce qu'on ne vous voit pas. C'est que les listes
de ces nouveaux candidats soit invisible. Parce que tout le monde voit le PS, tout le monde voit LR, le Parti communiste, mais qui sont ces candidats En Marche? Donc le fait d'avoir un label En Marche est une manière aussi de vous rendre visible dans cette multiplication. Souvent on habille quand même de nulle part ou d'ex nihilo ce qui est en réalité des traîtres. Parce que Julien Bargeton, il met des grands mots sur la modernité, mais enfin il est obligé de trouver de la modernité dans son parcours de traîtrise. Il était membre d'une majorité et il refuse d'aller devant les électeurs pour défendre son propre bilan. Il était quand même adjoint aux finances, ce qui n'est pas une petite chose. Donc il se défile et il se défausse, il ne défend pas son bilan et il va défendre plutôt celui d'un autre. Bon, donc, et c'est partout pareil, ils ne viennent pas de nulle part. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, on l'oublie peut-être, mais il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée de François Hollande, membre de l'équipe de campagne de François Hollande avant qu'il ne soit candidat désigné, et ensuite il a été ministre de François Hollande. Donc, et puis par ailleurs... C'est un peu violent ce que vous dites. Il y a les deux. Non, mais enfin, écoutez, la gauche a produit ce qu'il y a de mieux. Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Et dans ces troupes, il y a nombre de représentants qui viennent de la gauche et de la droite. Donc personne ne vient de nulle part dans cette affaire. Évidemment. On ne naît pas comme ça d'un chou la veille de l'élection. On a des parcours politiques et beaucoup d'entre eux ont des parcours politiques à l'intérieur d'En Marche. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'aile gauche et l'aile droite, c'est à juste titre. Il y a une aile gauche et il y a une aile droite. Et je voudrais ajouter un mot, si vous le permettez. Il faut prendre conscience du fait que les cadres locaux des appareils politiques ont été extrêmement déboussolés à la suite de 2017 et des élections européennes. Les appareils nationaux, je le disais tout à l'heure, ont été extrêmement faibles et surtout, ils se sont recroquevillés sur leur existence nationale, oubliant leur réseau local, oubliant de donner des clés de lecture du scrutin et de mobiliser leurs cadres locaux. Ce qui fait que, très clairement, ces cadres locaux-là n'ont pas tenu leur nerf. Ils ont interprété seuls la vision politique nationale, qui était plutôt catastrophiste pour eux, alors que la réalité n'était pas si noire que cela. Et donc, en ne tenant pas leur nerf, ils ont voulu faire des alliances tous azimuts avec ce qu'ils pensaient être une bonne solution. Donc, il faut véritablement voir, à mon sens, dans ces élections municipales, l'affolement des cadres locaux des partis et la nécessité, plus que jamais, que les appareils nationaux donnent une ligne de lecture. Parce que les écoles de cadres des partis, c'est important et il faut que le national parle à ces cadres territoriaux. Un mot très court pour dire que si vraiment ils voulaient clarifier les règles pour des raisons, tout ce qui a été dit d'intelligent sur ce plateau, bravo, c'est que je pense qu'ils auraient dû le faire soit beaucoup plus tôt, pour éviter d'envoyer un message négatif à quelques semaines des élections, comme si au bout du compte on s'accrochait aux branches, ou alors le faire avec les principales formations politiques pour dire on va trouver une solution parce qu'il y a besoin de clarifier et faire avec. Et à ce moment-là, tout d'un coup, vous n'êtes pas suspect d'avoir voulu régler ou modifier les règles à votre avantage à quelques semaines du scrutin. Ce sentiment de pipotage et de trucage des élections est forcément quelque chose qui laisse des traces. Quel est l'enjeu pour Emmanuel Macron? Est-ce que au soir du deuxième tour des municipales, il aura un indicateur pour la suite de son quinquennat et notamment pour 2022, Virginie Leguet? On dit toujours que les élections intermédiaires n'influent en rien sur l'élection présidentielle. Ouais. Son enjeu à court terme sera malgré tout de savoir s'il peut disposer d'un bataillon d'élus. Le bataillon d'élus qui lui servira pour les élections qui suivront, c'est-à-dire les départementales et les régionales. Il est important pour lui de se constituer un vivier d'élus. Il n'en a pas. Pour l'instant, il n'a que sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est très bien. Mais il n'a pas d'élus locaux. Et donc, il va bien falloir commencer par une élection à en faire. Donc, il espère bien en faire le plus possible à l'occasion de ces élections municipales. Et évidemment, ça lui servira de base pour les deux élections qui arrivent l'année prochaine, en 2021. Et les sénatoriales. Oui, puisque l'enjeu, c'est quand même d'arriver... les trois élections, les trois élections qui arrivent en 2021, bien sûr. L'enjeu est de taille, parce que quand on regarde l'histoire de la 5e, à quelques exceptions près, je crois qu'il n'y en a aucune d'ailleurs, aucune majorité sortante n'a été reconduite. Il y a toujours eu un accident de parcours. Il y a assez peu d'exceptions à cette règle-là. Donc forcément, avec un bilan qui est ce qu'il est, avec une France divisée qui est ce qu'elle est, si on n'accumule pas des forces d'ici l'élection 2022, ça ne positionne pas en position de force, ça c'est clair. Et dans les autres partis, Florent Badiou, puisque vous représentez le Parti Socialiste, est-ce que cette élection va être... Je n'ai pas été mandaté, mais... Non, mais est-ce que cette élection va être extrêmement importante, notamment pour ces partis qui sont en perte de vitesse, et même plus que ça depuis quelques années? Est-ce qu'on y voit peut-être une possibilité de rebondir? Alors, les partis de gauche changeront sans doute en fonction des résultats le soir du scrutin, mais avant on peut le dire. Non, elle est déterminante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de candidat naturel de la gauche. Lorsque la gauche a connu un reflux sous la Ve République, vous aviez un ou plusieurs candidats plus ou moins naturels. François Mitterrand, vous aviez Michel Rocard parfois, Alain Savary, donc Pierre Mauroy. Vous aviez des personnes qui pouvaient structurer un mouvement. Vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, personne ne sait si le Parti socialiste
ou d'autres partis de gauche auront des candidats, lesquels ils seront et pour quels résultats. Donc c'est quand même tout à fait majeur. La deuxième, c'est que l'échelon local est nécessaire pour renouveler les têtes politiques. Bon. Et donc si vous perdez cette emprise territoriale, vous ne pouvez pas faire émerger une nouvelle génération parce que vous n'avez pas de groupe parlementaire suffisant et vous n'aurez pas d'assises locales. Je prends un exemple, Nathalie Appéré par exemple à Rennes est très clairement un des nouveaux visages de la gauche et du Parti socialiste en particulier. Si elle perd sa ville, quel est son destin politique? Pourra-t-elle seulement aller plus loin à autre chose, alors même qu'elle pourrait incarner cela? Mathieu Klein à Nancy par exemple, etc. Et puis enfin, d'une manière très simple, c'est de l'argent. De l'argent et des cadres. Si vous n'avez plus d'assises locales, vous n'avez plus de rentrée pécuniaire, vous n'avez plus de capacité de peser en termes de voix sur les débats dans les métropoles. Vous devenez vraiment ce qu'on appelle un petit parti. Vous devenez une force d'appoint. Donc ce qu'il se joue aujourd'hui, et d'ailleurs tous les partis de gauche l'ont compris, puisqu'ils se mènent en réalité la guerre entre eux, c'est de savoir qui sera la force d'appoint de qui. Et on le voit très clairement, la stratégie des écologistes est d'être la force pivotale sur laquelle se grefferont des alliances fluctuantes selon les souhaits de Yannick Jadot, plutôt à gauche, selon les souhaits de Julien Bayou. Donc, ces élections municipales pour la gauche ne peuvent pas être perdues, car il en va véritablement de la possibilité de peser sur le futur, en termes de cadre, en termes de politique publique. Et le rassemblement dans tout cela, quelles sont ses chances, quels sont les enjeux pour le parti de Marine Le Pen? Les cadres du parti, eux, se veulent plutôt optimistes. Ils se sont exprimés, c'était hier, lors de la Convention nationale à Paris. L'un d'eux s'est exprimé notamment au micro de Marie Brémond. On l'écoute et je vous fais réagir après. La donne est totalement différente de la fois dernière, puisque nous sommes dans un climat de recomposition générale, vraisemblablement un climat de dégagisme aussi, où les gens vont vouloir des têtes nouvelles, des programmes nouveaux. Donc on a toutes nos chances. Alors, Isabelle Véra-Masson, pour le Rassemblement national, pour le parti de Marine Le Pen, est-ce que là, on entend quelqu'un qui utilise la méthode Coué ou est-ce qu'effectivement, le Rassemblement... Alors, vous disiez plutôt que ça allait être important pour le Rassemblement national? Alors moi, je pense que ces élections municipales peuvent aussi servir localement d'une sorte de laboratoire. Alors, on l'a vu pour justement ces déplacements, que l'on parle de traîtrise ou que l'on parle de déplacement ou de recomposition politique. En tout cas, il y a là soit la crainte de disparaître, soit le désir de s'implanter quelque part. Il y a véritablement on va être obligé de relire tout ça après les résultats. Et pour le Rassemblement national, il se passe quelque chose, à mon avis, c'est pas la première fois, mais c'est le moment où, en douce, on peut dire, disons discrètement, ou en tous les cas, on peut commencer ou continuer, puisqu'on l'avait vu avec le député Mariani, à faire des alliances avec la droite traditionnelle qui pourraient permettre éventuellement une recomposition qui mènerait à la victoire. Peut se renforcer au passage des municipales. C'est-à-dire ce passage de la droite traditionnelle vers le Rassemblement national que certains espèrent et que d'autres craignent et qui effectivement serait, comment dirais-je, une espèce d'énorme révolution politique pour la France, la création d'une sorte de parti à l'américaine, parti républicain avec un petit parti d'extrême droite. Voilà, cette recomposition qu'on peut imaginer se faire, elle peut commencer, encore une fois, discrètement, au niveau local, pendant ces élections. Vous êtes d'accord avec ça, Virginie Leguet? Non, pas tellement. Je pense que le Rassemblement national, aujourd'hui, affiche un bilan de 9 villes, d'une mairie de secteur à Marseille, qui est détenue par Stéphane Ravier, et d'une ville dont le maire est soutenu par le Rassemblement national, Béziers. Il a aujourd'hui des candidats dans de très, très, très nombreuses villes, candidats qui partent sous ses couleurs. Et il espère gagner un certain nombre de villes dans le nord, autour d'Hénin-Beaumont. Je rappelle qu'Hénin-Beaumont a été gagné en 2014 avec un score qui a dépassé, je crois, 50% au premier tour. Donc Hénin-Beaumont et autour de Hénin-Beaumont, là, il y a un vivier de petites villes qui pourraient être gagnées par le Front National sous ses seules couleurs. Mais pas de raz-de-marée, quoi, c'est ce que vous nous dites. Je ne sais pas s'il y aura un raz-de-marée, mais il y a une ou deux villes qui vont être extrêmement visibles, notamment la ville de Perpignan, où se présente Louis Alliot, qui est l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Et là où ça rejoint ce que dit Isabelle Véra-Masson, c'est que Louis Alliot, et Dieu sait s'il est attaché, enfin, si son image est attachée au Rassemblement national, présente une liste qui n'aura pas l'étiquette Rassemblement national. Une liste qui sera une liste tout pour Perpignan, enfin...
sur laquelle il y aura... Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous ? Sur laquelle il y aura des gens d'extrême droite, des gens de la droite, évidemment, personne de gauche, et des gens qui ne viennent d'ailleurs de nulle part. Et là aussi, on a du mal à afficher les mais malgré tout, Louis Alliot était hier à la Convention nationale du Rassemblement national et il a parlé en tant que membre du Rassemblement national. Donc il y a une ambiguïté sur laquelle le Rassemblement national joue. Je pense qu'il craint l'effet repoussoir du Rassemblement national, enfin de l'étiquette Rassemblement national. C'est la 3e fois, si mes souvenirs sont exacts, qu'il se présente. Et les sondages lui sont d'ailleurs très favorables avec cette liste plus ouverte qu'il n'y paraît au premier abord. Mais si cette liste devait être gagnée, si cette ville, devait être gagnée, il y a fort à parier que le Rassemblement national se l'attribuera directement. Là, il n'y aura pas de doute possible. Elle est conduite par Louis Alliot, qui est toujours au Rassemblement national. Ça sera une ville dont le Rassemblement national se targuera d'une victoire. Et ça sera la plus grande des villes qu'il aura jamais obtenue. Donc, il y a un jeu qui est peut-être un peu, disons, trouble dans certaines villes, mais qui malgré tout est quand même assez clair. Le Rassemblement national part sous ses couleurs. Et effectivement, dans certaines villes, il y a des listes sans étiquette. Donc, je ne parlerai pas, moi, d'une alliance entre les droites. Je parlerai de listes sans étiquette sur lesquelles se retrouvent des sensibilités assez différentes. Mais ça s'est fait à tous les scrutins des municipales, à tous. Ce qui est clair, c'est qu'Emmanuel Macron a choisi son adversaire politique en France, le Rassemblement national. Bien sûr. On a vu le résultat aux européennes, il est arrivé en numéro 2, et vraisemblablement, il ne va pas gagner ce scrutin municipal. Et par contre, le Rassemblement national va gagner certainement un certain nombre de positions. En tout cas, ils vont faire ce que Florent Vadiot décrivait, c'est-à-dire qu'ils vont profiter de l'opportunité des élections municipales pour renforcer leur ancrage, leur emprise. Ils auront beaucoup plus d'élus qu'ils n'en avaient jusque-là, donc préparer l'avenir. Tout ça est une espèce de mouvement de fond, de lame de fond, et qui est alimenté par la situation politique qui, évidemment, ne fait que de mettre de l'eau au moulin de tous les messages populistes, démagogiques du Rassemblement national, mais en même temps qui expriment, je ne veux pas du tout insulter les électeurs dans ce que je dis, qui expriment aussi un vrai rejet de ce qu'ils voient et de la manière dont on fait de la politique. On vous l'avait bien dit que ces gens-là n'allaient pas bien faire le job, et visiblement, aux yeux des Français, ils ne font pas bien le job. Donc forcément, ça encourage le vote pour aller vers des candidats qui sont des candidats. Alors, c'est des élections locales, évidemment, donc il y a plein de paramètres à prendre en considération, parce que ce n'est pas qu'un vote politique, mais il n'empêche que forcément, ça va laisser le Rassemblement national dans une position de meilleure force pour la suite. On a lu 2 articles sur la nouvelle génération que voudrait lancer le Rassemblement national ces derniers jours. On va aller voir à l'image. Municipal, faute de mieux, le RN mise sur la jeunesse. Ça, c'est ce que dit l'Express. Pour les municipales, le Rassemblement national condamné à jouer la carte jeune, nous dit le JDD. Florent Vadiot, là aussi un enjeu majeur pour faire émerger aussi des nouvelles figures au Rassemblement national. D'ailleurs, à l'image de Jordan Bardella, qui semble être plutôt le bon exemple du jeune arrivé et qui réussit. Mais le Rassemblement national a réussi là où tous les autres partis ont échoué. C'est-à-dire justement, mais leur marginalité peut aider à cela, mais à justement mettre en avant de jeunes cadres à de très hauts postes. Parce que la prise de risque était colossale concernant Jordan Bardella. Il a été nommé tête de liste pour les européennes, avec quand même, c'était la cage au lion pour y aller. Donc, et il a particulièrement bien réussi. C'est à 23 ans. À 23 ans. C'est la révélation des européennes, évidemment. Ouais. Mais vous pouvez citer Steve Briouat, qui était tout aussi jeune, pas autant, mais qui avait quand même, qui était renouvellement. Marion Maréchal Le Pen, qui, lorsqu'elle a été députée, personne ne lui a fait un procès en incompétence parce qu'elle était travailleuse. On aime pas les opinions politiques. Petit accident à un moment donné face caméra qui mais lui a fait du mal. Mais qui n'en a pas eu à un niveau national? Honnêtement, elle a fait un très bon travail. Elle était d'ailleurs plutôt appréciée par les parlementaires législateurs. Bon, donc le Front National va mettre en avant, certes, du fait de sa marginalité, du fait de sa faiblesse de cadre, de nouveaux visages. Mais c'est aussi la nouvelle génération qui, pendant 20, 30, 40 ans, va porter le discours du Front National avec d'autant plus de facilité qu'il ne sera pas rattaché à l'Algérie française, à Jean-Marie Le Pen et à toutes les condamnations. La stratégie de la LFI est la même. Quand vous regardez un Quatennens, par exemple, aujourd'hui, c'est la nouvelle figure et on sait que Quatennens, il sera là pour 20 ans ou 30 ans sur ce sujet-là. Donc, là aussi, la révélation de la France. Évidemment, et je prends uniquement cela, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, ces partis-là qui font de leur marginalité une force ont raison. Parce que plutôt que de mettre de vieux cadres à la tête à Paris, Valéran de Saint-Just, par exemple, a longtemps été candidat de tête de liste. Aujourd'hui, il est un peu écarté. Et pour le Front National, c'est très bien. Et donc,
donc je pense véritablement que la stratégie partidaire, elle est excellente de la part du Front National, d'autant qu'on ne peut pas leur imputer une mauvaise gestion dans les villes. C'est fini cette époque-là, ils n'ont pas dépareillé par rapport aux autres, donc je pense qu'il faudra sans doute regarder de manière géographique les résultats du scrutin, parce que ce qui est vrai pour l'Est et le Sud-Est est moins vrai pour l'Ouest, on le voit sur la capacité à faire les listes, mais le Front National sera évidemment très présent dans ces élections. D'ailleurs, les sondages qui touchent les maires sortants sont en général très favorables pour leur réélection. Je parle des maires sortants du Rassemblement national. Et toujours dans la vision un peu optimiste, apparemment, les maires sortants se sont d'ailleurs normalisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une politique d'extrême droite, si on peut imaginer. Ils ont été... Pardon, je suis désolé de réagir, mais ils ont coupé toutes les subventions aux associations d'aide aux migrants. Voilà, ils sont arrivés en faisant une politique extrême droite et puis après ils se sont un peu normalisés. Depuis 6 ans, à Hénin-Beaumont par exemple, on a une politique de casse des associations anti-migrants, de casse des associations de solidarité sous prétexte qu'elles aidaient des immigrés clandestins. Une politique d'ailleurs revendiquée. À Béziers, les subventions aux associations sont totalement orientées politiquement. Donc, politiquement, en termes de gestion économique et sociale, les mairies ont fait attention. Mais dès qu'il y avait une marge de manœuvre politique, elles ont fait de la bonne vieille politique. Sur deux obsessions, surtout en arrivant. Un dernier mot pour conclure, Isabelle Verana. Pardon de vous avoir interrompu. Non, monsieur. D'une manière générale ? Non, sur ce qui vient d'être dit sur le RN, et on a très peu parlé de la droite. Je pense que nous sommes à une époque de recomposition politique à un certain nombre de partis, que la faiblesse des partis traditionnels fait plutôt comment dirais-je, le lit de partis qui arrivent, c'est-à-dire le Rassemblement national. Il ne sait pas qu'il arrive dans le sens qu'on le connaît depuis très très longtemps, mais en tout cas il n'a jamais été au pouvoir, et donc ça va plutôt dans ce sens-là. Et puis la République en marche, qui bien sûr doit porter le poids de sa politique quotidienne, mais qui au moment des municipales et avec la faiblesse des partis traditionnels peut espérer sortir un petit peu de son inexistence locale en tous les cas. C'est la fin de ce grand débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Dans un instant, c'est l'entretien de la semaine. Je vous le disais, nous recevons ce soir Manaz Shirali. Elle est franco-iranienne, docteur en sociologie politique. Elle va nous dire comment elle voit ce qui se passe à Téhéran en ce moment, ce vent de révolte qui souffle sur le régime des ayatollahs. La jeunesse est dans la rue. Sommes-nous à un tournant ? On en parle avec notre invité juste après le rappel des dernières 48 heures. C'est avec Flora Sauvage. Impardonnable, en une de ce journal pourtant pro-régime. Jamais la presse iranienne n'aura été aussi critique. Il aura fallu 3 jours au régime des mollahs pour reconnaître sa responsabilité dans le crash du Boeing ukrainien abattu le 8 janvier qui a fait 176 victimes. À Téhéran, la colère gronde face à un régime soupçonné d'avoir tenté d'étouffer l'affaire. Malgré la répression sanglante qui a fait plusieurs centaines de morts en novembre, les Iraniens sont descendus dans la rue à nouveau ce week-end pour une veillée en mémoire des victimes du crash. Une veillée qui s'est transformée en rassemblement contre le régime. Les manifestants ont refusé de piétiner les drapeaux américains et israéliens dessinés au sol. Certains osent même détacher le portrait du général Soleimani, acclamé comme un héros la semaine dernière après son assassinat par les États-Unis. En pleine crise diplomatique, dimanche sur Twitter, Donald Trump a mis en garde les autorités iraniennes. Au leader d'Iran, ne tuez pas vos manifestants. Le monde vous regarde. Plus important, les États-Unis regardent. Réactivez Internet et laissez vos journalistes circuler librement. Arrêtez de tuer votre grand peuple iranien. Dimanche, Kimia Alizadeh, l'une des plus grandes athlètes du pays, a annoncé fuir l'Iran. Dans une lettre, la championne de taekwondo, médaillée d'or aux Jeux Olympiques, dénonce les mensonges, l'hypocrisie et la corruption du régime des mollahs. Allons plus loin dans l'entretien, donc avec vous, Manaz Shirali, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes docteur en sociologie politique, enseignante à Sciences Po Paris, directrice d'études à l'Institut catholique de Paris et spécialiste donc de l'Iran contemporain. Les images qu'on vient de voir de cette jeunesse qui refuse notamment de piétiner les drapeaux américains et israéliens, comment faut-il les interpréter ? Comment vous les voyez-vous ? Comme un signe de soutien à des pays qui étaient les ennemis jurés de l'Iran jusqu'ici, ou plutôt comme un acte de résistance contre le régime de Téhéran? Je répondrai par un adage français, l'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Donc, ça fait 40 ans que la République islamique bat sur les tambours de la guerre contre Israël, contre les États-Unis. Et les Iraniens, en manifestant leur solidarité envers les Israéliens, ils montrent à quel point ils sont anti-régime, anti-valeurs de la République islamique. C'est un affront. Ils rejettent tout ce que la République islamique leur a donné pendant 40 ans. Pour autant, ça peut aller jusqu'où? C'est-à-dire quand on est spécialiste de l'Iran, qu'on voit de telles images, est-ce qu'on se dit là, on est à un point de bascule, on est à un tournant, on est peut-être même au début d'un renversement de régime? Comment on voit ça? Pardon. Je vous en prie. Je pense que le régime n'a pas beaucoup d'avenir devant lui. Je pense parce que il ne faut pas tomber dans le piège des images étatiques, gouvernementales que la République islamique nous a données la semaine dernière pour les funérailles de ce criminel de guerre. Alors, il faut quand même considérer, il faut resituer les choses dans leur place. Les funérailles, la mort ont toujours attiré les attentions. Les funérailles que vous avez vues étaient peuplées de combien de personnes? 1 million maximum? Mais nous oublions que la société iranienne, c'est au-delà de 80 millions d'habitants. Donc même 1 million, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut rien dire. En plus, c'était des funérailles arrosées. Il y avait de quoi manger, de quoi nourrir les populations. Il y a eu aussi les fonctionnaires de l'État qui ont été obligés de participer à ces funérailles. On voit que ce n'est pas aussi simple d'interpréter la société iranienne à travers les images que la République islamique nous envoie. Ça a été une mise en scène de la part des autorités. On va peut-être les revoir, ces images. On a vu quand même des hommes et des femmes pleurer. On a vu, alors c'était peut-être du spectacle, du théâtre, ces gens qui ont pleuré aux funérailles de Soleimani. Mais qu'est-ce que cela veut dire, quelques personnes qui pleurent devant les caméras? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous pensez que c'est très difficile pour un régime qui détient tout l'argent d'un grand et riche pays comme l'Iran à sa disposition de réunir quelques 500 000 personnes et de leur demander d'agir devant les caméras? Mais j'attire l'attention de vos spectateurs qu'en Iran, on n'a pas de journalistes indépendants. Les journalistes iraniens sont en prison. L'Iran est la 3e prison des journalistes. Les journalistes occidentaux, quand ils vont sur place, ils sont bridés, contrôlés par l'État. Ils ne peuvent même pas descendre de leur hôtel. Ils sont obligés de transmettre les images qui viennent de la terrasse de leur chambre. Et on n'a pas accès aux informations, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il n'y a que des choses que la République islamique veut nous faire voir. Est-ce qu'il y a pas un clivage générationnel tout de même? C'est-à-dire une nouvelle génération qui veut vraiment se débarrasser de ce régime et peut-être une ancienne génération qui tout de même est attachée à ce régime? En fait, l'ancienne génération... Regardons la pyramide d'âge de la République islamique. 75% de la population iranienne a moins de 40 ans. Donc, 3/4 de la population iranienne est née après la République islamique. Donc la jeunesse est un point clé. Absolument. Quand on dit jeune iranien, c'est un pléonasme, parce que quand on est iranien, on a fortement la chance d'être jeune, de moins de 40 ans. Est-ce que ce qui change la donne aussi cette fois dans ces manifestations qu'on a vues dans le sujet de Flora Sauvage, c'est que le régime est scruté cette fois par des puissances occidentales et que du coup, ce régime ne peut pas réprimer ces manifestations comme il l'a fait en novembre dernier? Est-ce que l'Iran se sent regardé? Est-ce que le régime se sent regardé et du coup ne pourra pas réprimer comme il a réprimé il y a quelques mois? Je pense que votre hypothèse est parfaitement valable. Pourtant, quand on est iranien, quand on vit en Iran, on ne peut pas s'appuyer sur ce genre d'hypothèse. Mais je pense que vous avez raison, parce que quand même, la République islamique s'est aperçue, s'est rendue compte qu'elle a donné une très très mauvaise image d'elle-même en coupant l'Internet et en assassinant 1500 individus qui étaient des pauvres. Il a tiré sur un cortège de misère. Il a tué les misérables de son pays. Donc, aux yeux de la population des Occidentaux, des pays internationaux, des pays étrangers, la République islamique a perdu sa crédibilité. Ce n'est pas évident. On ne tue pas les pauvres.
j'ai dit déjà, quand on tue les opposants, il y a une légitimité pour n'importe quel régime politique en disant que je voulais défendre ma souveraineté. Mais on ne tue pas les pauvres qui disaient qu'ils n'avaient pas de quoi payer l'essence, que leur vie est en danger, parce qu'ils ne peuvent pas vivre actuellement. L'économie est complètement paralysée. Et la République islamique a tué ces mêmes personnes qui l'ont toujours soutenue, les pauvres. Et il y en a un qui regarde ça de très près, et d'ailleurs qu'il a tweeté, le monde regarde, c'est Donald Trump. Et il a dit ça, il a eu ce tweet particulièrement bienveillant à l'égard des Iraniens. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Au brave peuple iranien qui souffre depuis longtemps, je suis à vos côtés depuis le début de ma présidence et mon administration continuera à être à vos côtés. Nous suivons de près vos manifestations et votre courage nous inspire. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous y voyez du cynisme? Est-ce qu'il est en train d'essayer de jouer une carte, de renverser l'opinion iranienne qui a pourtant toujours et historiquement été hostile aux États-Unis? Les Iraniens n'étaient pas véritablement hostiles aux États-Unis et même avant la sortie de Donald Trump de l'accord, la situation économique iranienne était particulièrement catastrophique. Donc ce n'est pas Donald Trump. Donald Trump a donné le coup de pied à une économie déjà moribonde, à une kleptocratie parfaitement en place. Donc c'était cette kleptocratie qui provoquait la rage des Iraniens. En revanche, la tweet que vous avez lue, ce que ça évoque en moi, c'est un grand regret. Je me suis dit, pourquoi cette tweet doit être venue de la part de Donald Trump et non pas de la part d'Emmanuel Macron? Pourquoi ce n'est pas Angela Merkel? Pourquoi ce n'est pas les dirigeants des pays européens? Pourquoi mon pays d'accueil? Pourquoi pas la France doit faire un tel support envers les Iraniens? Alors que les Iraniens, la seule chose qu'ils demandent, c'est d'arrêter de soutenir la République islamique. C'est très intéressant ce que vous dites et ça fait complètement transition avec un autre sujet qu'on voulait aborder. C'est effectivement cette discrétion, voire cette absence, en tout cas cette fébrilité de l'Europe et de la France. Les ministres des Affaires européennes de l'Union européenne se sont retrouvés vendredi à Bruxelles pour discuter de la crise iranienne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à l'apaisement, mais globalement, aucun message fort n'en est ressorti ces derniers jours et ces dernières heures. Avant de vous demander ce que vous en pensez, je voudrais qu'on rejoigne Fanny Conqui, qui est en salle des conférences. Fanny, vous êtes avec Ladislas Poniatowski, sénateur LR, membre du groupe France-Iran. Il va nous livrer peut-être son explication sur cette absence et cette fébrilité de l'Europe. Et puis, il a une question pour vous. Oui, Ladislas Poniatowski, que pensez-vous du rôle et de la position de la France et de l'Europe depuis le début de cette crise entre l'Iran et les États-Unis? Est-ce qu'appeler à l'apaisement, est-ce que c'est suffisant? C'est bien, mais enfin soyons clairs et soyons honnêtes, on est totalement inexistant. La France n'existe pas dans tout ce qui se passe en Iran en ce moment. L'Europe n'existe pas. C'est une affaire entre les États-Unis et l'Iran avant tout. Et c'est triste de voir à quel point on ne compte pas, même s'il y a eu un petit contact entre le président de la République française, Macron, et M. Poutine pour essayer d'intervenir et apaiser. Mais nous ne sommes pas là. C'est-à-dire l'Europe manque d'une voix diplomatique qui pèse. Elle ne servira à rien. On n'existe même pas d'un point de vue technique, d'un point de vue militaire. C'est une affaire entièrement américaine. Regardez. Vous êtes assez pessimiste, c'est-à-dire que... Non, je suis lucide. C'est pas la peine de dire des choses fausses. On n'est pas là. On n'existe pas. Les Américains sont omniprésents. Moi, ce qui m'a frappé dans toute cette affaire, l'élimination d'abord du général Soleimani, vous avez vu à quel point les Américains contrôlent tout. Ils surveillent tout. Ils sont à 10 000 mètres d'altitude et ils surveillent les mouvements de tous leurs ennemis. Ce général est un général qui a plein de sang sur les mains. C'est un des pires ennemis des États-Unis. Il le surveille quand il va voir un ami à lui au Liban. Il le surveille quand il rejoint Beyrouth. Et il l'élimine d'ailleurs en même temps qu'un autre important ennemi dont on ne parle du tout, qui était le chef du Hezbollah en Irak. Autrement dit, c'était presque un coup double d'un point de vue technique. Mais l'autre chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on surveille moins, et c'est ce qu'évoquait d'ailleurs votre invité, c'est ce qui se passe dans ces manifestations. Je pense que c'est un événement très important. Moi aussi, j'ai été frappé par des manifestations en novembre dont on ne parle plus contre le régime, puis manifestations dans l'autre sens par solidarité, presque un retour d'unité nationale au moment des obsèques du général. Et à peine 3 jours après, à cause d'une lamentable manière dont le régime a géré cette affaire de la catastrophe aérienne, à nouveau, l'opinion publique très hostile au régime. Alors justement, Manaz Shirali est enseignante et spécialiste de l'Iran. Elle est en plateau avec Rebecca Fitoussi. Vous avez une question à lui poser.
Non, j'aimerais savoir, je pense que le meilleur sondage, dont on ne parle pas du tout qui va avoir lieu, ce sont les élections législatives en Iran dans même pas 40 jours. Alors qu'on disait que l'opinion publique était contre les régimes à cause de la crise économique, le fait que tout avait augmenté, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, on s'est dit, tiens, les conservateurs vont reprendre du poil de la bête avec l'élimination du général Soleimani. Mais là, à nouveau, à mon avis, je pense que le régime va avoir un avertissement. Mais ça ne changera rien sur ce qui va se passer dans le pays. Ce n'est pas parce que le régime va peut-être perdre des sièges de députés et perdre les élections que pour autant le régime risque d'être menacé. Là, j'ai des doutes. Merci, Monsieur Poniatowski. Et donc, Rebecca, si votre invité veut réagir, voilà. Et bien sûr qu'elle veut réagir. Mana Chirali, merci Fanny. Je regrette que cela fait 40 ans que la République islamique est en place et les dirigeants européens, avec les Français en tête, n'ont jamais voulu prendre en considération la véritable nature de la République islamique. Et à chaque fois qu'il y a des tergiversations, il y a des oscillations, des événements en Iran, les Français se prennent au piège immédiatement. La semaine dernière, on voit les funérailles. Tout le monde dit que les Iraniens sont derrière. Et on fait partout l'éloge de ce régime qui venait d'assassiner 1500 de ses propres citoyens des plus misérables. Vous voulez dire qu'on se laisse prendre au piège de la manipulation du régime? On ne se rend pas compte que ça fait 40 ans que la République islamique chasse une crise par une autre et qu'il utilise tous les médias, il les manipule. Et on ne se rend pas compte, on ne regarde même pas sur le passé récent de la République islamique pour voir à quel point ils sont habiles à manipuler l'opinion publique, à manier leur image, à donner une belle image d'eux-mêmes. À chaque fois, chaque année, pendant les cérémonies religieuses d'Ashura, la République islamique fait vraiment un spectacle exactement de la même nature que pour les funérailles de M. Soleimani, mais encore avec plus de gens, parce que la dernière fois, pendant les cérémonies d'Ashura, il y a plus d'1 an, l'Iran a réussi à réunir 4 millions de personnes pendant les cérémonies d'Ashura. Ils étaient nourris, logés, payés et manipulés par les émotions religieuses en disant que c'est l'Ashura, c'est une cérémonie chiite extrêmement importante. 4 millions de personnes ont été déplacées, acheminées jusqu'à la ville la plus sainte pour les chiites, la ville de Karbala. Alors, la République islamique est dirigée par les religieux chiites, par les ayatollahs, dont le principe fondateur de leur religion, c'est la taqiyya, ou tariye en persan. Oui. C'est quoi le tariye? Tariye, ça veut dire vous avez le droit, religieusement, vous avez le droit de mentir quand vos intérêts sont en question, quand vos intérêts sont en danger. Donc, il n'est aucun péché, il ne s'agit pas d'un péché. Vous avez le droit de mentir juste pour soutenir vos intérêts. Ce que les dirigeants de la République islamique sont en train de faire depuis 40 ans avec leur population, ça ne marche plus aujourd'hui, mais ça marche toujours avec les médias occidentaux, avec les journalistes occidentaux, avec l'opinion publique occidentale. Vous voulez dire que personne n'a rien compris en fait à ce qui se passe vraiment là-bas et à ce retournement de l'opinion qui apparemment, selon vous, est en place depuis déjà quelques années? Depuis 4 décennies, cette manipulation médiatique et de l'image, ils sont très forts dans cette manipulation. Ils sont très forts. Mais alors on est presque en train de peut-être comprendre que l'issue, la solution, une suite positive pourrait venir plutôt des États-Unis, de Donald Trump que de l'Europe elle-même? Je suis très prudente pour prédire l'avenir. Oui. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, préparons-nous pour un nouveau spectacle de force, de manifestation de force pour les législatifs. Oui. Ils vont encore faire acheminer les gens de force. Les ayatollahs, vous les ayatollahs. Par force ou par intérêt. Ils jouent sur les 2 tableaux. Ils sont parfaitement capables de jouer sur les 2 tableaux. Pour les fonctionnaires, il leur dit: vous allez être licencié si vous ne venez pas voter, si vous n'avez pas le tampon de vote dans votre fiche d'état civil. Et peut-être par intérêt aussi, on l'a vu déjà dans le passé, qui sont parfaitement capables de payer les gens, de les faire venir vers la capitale pour les faire défiler devant les caméras. Donc il faut vraiment traiter les informations avec
beaucoup de prudence. Nous avons affaire à des gens habiles dans l'art du mensonge. Et ce n'est pas par hasard si, par exemple, hier, les manifestants dans les grandes villes iraniennes, ils criaient partout, mais vraiment partout. C'était le slogan que j'ai retenu le plus en regardant les filles. Ils disaient « Arrêtez les mensonges, arrêtez, basta ». On en a assez, on est fatigué. Tout ce qu'on a menti sur les relations avec les Américains, non, on ne négocie pas. Alors, c'est quoi si ce n'est pas une négociation? 3 heures avant les frappes, ils annoncent aux Américains, alors attention, allez, cachez-vous, on va vous frapper. Et puis avec des missiles, avec des roquettes à très faible charge. C'est-à-dire ils ont créé un feu d'artifice pour les Américains, juste pour en fait remplir leur riposte, vengeance énorme qu'ils promettaient aux Américains. Finalement, ils leur ont offert un feu d'artifice. Donc, ils mentent les uns après les autres sur les différents événements. Et vraiment, cette manière de mentir à elle seule demande une analyse profonde. Pourquoi on ment comme ça? Là, vraiment, je vous conseille de lire les écrits de Hannah Arendt sur le mensonge des régimes stalinistes et fascistes pour comprendre, en fait, le régime iranien, qui est un régime dictatorial, une véritable kleptocratie, le mensonge, c'est son arme préférée. Et elle est en train de mentir, la République islamique est en train de mentir à sa population, à la planète entière, mais seuls, ce sont les Iraniens qu'aujourd'hui, ils savent à quel point ils ont affaire à des manipulateurs. Avec un vrai réveil de l'opinion que vous avez bien exprimé ici. Merci infiniment, Manas Shirali, d'avoir été notre invité aujourd'hui et d'être venu nous éclairer sur cette situation en Iran, dont on comprend bien que l'Occident a du mal à comprendre les choses et même à le traiter médiatiquement. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Dans un instant, cette audition publique, la première de l'année 2020. L'invité ce soir, c'est Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Et puis demain, vous retrouvez votre matinale, la matinale de Public Sénat. Bonjour chez vous, Oriane Mancini recevra Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Très bonne soirée sur Public Sénat.